Le soldat japonais qui a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale pendant 29 ans. L'incroyable histoire de Hiro Onoda l'Adjain dans ces humides de l'île de Luban, aux Philippines, le 9 mars 1974. L'air est chargé du parfum de la végétation tropicale et des cris lointains des oiseaux exotiques. Soudain, les sous-bois bruissent et une silhouette solitaire émerge de l'ombre. Son uniforme, autrefois impeccable et fier, pend désormais en lambeaux à sa silhouette élancée. Il s'agit du sous-lieutenant Hiro Onoda, un homme hors du temps, un soldat qui mène une guerre qui a pris fin il y a 29 ans. Alors qu'Onoda entre dans la clairière, ses yeux perçants et méfiants après des décennies de vigilance scrutent les environs. Son visage buriné porte les marques d'innombrables jours passés sous le soleil tropical impitoyable. Dans ses mains, il tient son fidèle fusil Arisaka type 99, une arme qui est son compagnon constant depuis près de 3 décennies. Il ne sait pas qu'il est sur le point de faire face à une vérité qui ébranlera les fondements même de son existence et remettra en question tout ce en quoi il a cru au cours des 29 dernières années. Pour comprendre l'extraordinaire histoire d'Onoda, il faut d'abord remonter le temps jusqu'aux jours tumultueux de la Seconde Guerre mondiale. Le conflit mondial a remodelé le paysage mondial, redessinant les frontières et remodelant les alliances. Des nations à travers les continents ont été entraînées dans une lutte qui laissera une marque indélébile dans l'histoire. Mais pour un homme, la guerre persisterait bien après que le reste du monde ait tourné la page. Notre histoire commence véritablement en décembre 1944. Le cours de la guerre dans le Pacifique tournait de manière décisive contre le Japon impérial. Les forces alliées, dirigées par les États-Unis, parcouraient les îles en direction du continent japonais, chaque victoire les rapprochant de Tokyo. C'est dans ce contexte de défaite imminente que Hiro Onoda, jeune officier du renseignement de l'armée impériale japonaise, reçoit ses dernières commandes. Onoda, alors âgé de 22 ans, se tenait au garde à vous devant le major Yoshimi Taniguchi. Les paroles du major étaient claires et sans ambiguïté. Tenez l'île jusqu'au retour de l'armée impériale. Ne vous rendez jamais. Ne vous suicidez jamais. Ces mots, prononcés avec la gravité d'une nation confrontée à une menace existentielle, résonneront dans l'esprit d'Onoda pendant près de 3 décennies, façonnant ses actions et sa réalité même d'une manière qu'aucun des deux hommes n'aurait pu imaginer à l'époque. Né en 1922 dans le village de Kamekawa, préfecture de Wakayama, Onoda avait grandi dans un Japon déjà embrassé par le militarisme. Dès son plus jeune âge, il fut imprégné des valeurs de loyauté absolue envers l'empereur et de la croyance dans le droit divin du Japon à gouverner l'Asie. Ces convictions, associées à la formation militaire stricte qu'il a reçue, constitueront le fondement de son dévouement inébranlable au devoir. Alors que les forces alliées avançaient à travers le Pacifique, Onoda fut envoyé sur l'île de Luban, une petite île stratégiquement située aux Philippines. Sa mission était de mener une guérilla et de recueillir des renseignements. Avec un petit groupe de soldats, Onoda était chargé de détruire la piste d'atterrissage et la jeter du port en cas d'invasion américaine. Lorsque les troupes américaines débarquèrent sur Luban en février 1945, Onoda et ses hommes se retirèrent dans les montagnes. Ils ont observé depuis des points de vue cachés la chute de l'île sous le contrôle allié. Mais dans leur esprit, ce n'était qu'un revers temporaire. Ils croyaient fermement que les forces japonaises reviendraient bientôt en force, chassant les envahisseurs et reconquérant leur territoire. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois et les mois en années. Le monde évoluait, mais dans les jungles de Luban, le temps s'arrêtait pour Onoda et ses compagnons. Ils ont continué à remplir leur mission en menant des opérations de guérilla contre la population locale, qu'ils considéraient comme des collaborateurs de l'ennemi. Ils vivaient de la terre, attaquant occasionnellement les fermes locales pour s'approvisionner, tout en attendant les renforts dont ils étaient certains qu'il arriverait. Si vous êtes captivé par cette extraordinaire histoire de dévouement et d'isolement, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne. Nous vous présentons les histoires les plus fascinantes de l'histoire, mettant en lumière les expériences humaines derrière les événements qui changent le monde. Ne manquez pas d'autres récits incroyables qui remettent en question notre compréhension du passé et du présent. Au fil des années, le groupe d'Onoda s'est progressivement réduit. En 1950, l'un des soldats, Yuichi Akatsu, se lasse des difficultés et se rend aux autorités philippines. Onoda et les autres ont considéré cela comme une ruse astucieuse de l'ennemi pour les démoraliser. Ils redoublèrent de vigilance, convaincus plus que jamais que la guerre faisait toujours rage au-delà de leur domaine de jungle. 4 ans plus tard, en 1954, une tragédie frappe le groupe. Lors d'une escarmouche avec la police locale, le caporal Shuashi Shimada a été tué.
Sa mort a été un coup dur pour les soldats restants, mais elle a également renforcé leur confiance dans le conflit en cours. Pour Onoda et le soldat de première classe Kinshichi Kozuka, la mort de Shimada était la preuve que l'ennemi les poursuivait toujours activement et que leur mission restait plus critique que jamais. La vie dans la jungle était une vie de vigilance et de survie constante. Onoda et ses compagnons sont devenus des experts dans la vie de la terre. Ils cherchaient des fruits et légumes indigènes, installaient des pièges pour les sangliers et volaient occasionnellement des récoltes et du bétail dans les fermes locales. Ils sont devenus habiles à échapper aux équipes de recherche et à dissimuler leur présence. Pour les insulaires, ils étaient comme des fantômes, des ombres éphémères d'une guerre passée depuis longtemps. Mais pour Onoda et ses hommes, chaque villageois était un ennemi potentiel, chaque équipe de recherche une nouvelle menace à déjouer. Le monde extérieur n'avait pas oublié Onoda et ses compagnons. Au fil des années, de nombreuses tentatives ont été faites pour convaincre les récalcitrants que la guerre était finie. Des équipes de recherche ont été envoyées dans la jungle, des tracts ont été largués depuis les avions et des journaux ont été déposés dans les zones où les soldats étaient connus pour opérer. En 1959, la famille d'Onoda enregistra même des messages diffusés dans la jungle, le suppliant de rentrer chez lui. Mais pour Onoda, ce n'était que des ruses élaborées. Chaque tentative pour l'atteindre ne faisait que renforcer sa conviction que la guerre faisait toujours rage et que sa mission restait de la plus haute importance. Les tracts ont été considérés comme de la propagande, les journaux comme des faux, et même les voix familières de sa famille ont été interprétées comme des imitations astucieuses destinées à l'attirer dans un piège. Cette conviction absolue, face à des preuves accablantes du contraire, témoigne du pouvoir de l'endoctrinement et de la force du dévouement d'Onoda à son devoir. Il met également en évidence l'impact psychologique d'un isolement prolongé. Coupés de toute information extérieure, Onoda et ses compagnons ont créé leur propre réalité, dans laquelle leurs actions étaient non seulement justifiées mais cruciales pour l'effort de guerre du Japon. Au fur et à mesure que les années se transformaient en décennies, la légende des résistants japonais grandissait. Ils sont devenus une sorte de mythe sur l'île de Luban, des personnages fantomatiques qui émergeaient de la jungle pour attaquer les fermes avant de disparaître dans la nature. Les autorités locales ont tenté à plusieurs reprises de retrouver et de convaincre les soldats de se rendre, mais Onoda et ses hommes étaient experts en évasion et en brousse. Ils connaissaient la jungle mieux que quiconque et utilisaient ces connaissances pour rester cachés. En 1972, la tragédie frappa à nouveau. Lors d'une rencontre avec les troupes philippines, le soldat de première classe Kinshichi Kozuka a été tué, laissant Onoda comme seul survivant du groupe d'origine. Désormais seul, la détermination d'Onoda n'a fait que se renforcer. Il considérait la mort de Kozuka comme une preuve supplémentaire de la guerre en cours et redoubla d'efforts pour mener à bien sa mission. Pendant encore 2 ans, Onoda poursuivit sa guerre solitaire. Il a maintenu ses routines quotidiennes de patrouille, de collecte de renseignements et de survie dans la jungle. Son uniforme, rapiécé et recollé à maintes reprises, était devenu une seconde peau. Son fusil, minutieusement entretenu malgré les conditions humides, n'était jamais loin de sa portée. Dans son esprit, il était toujours un soldat de l'armée impériale japonaise, accomplissant son devoir comme il avait juré de le faire près de 3 décennies plus tôt. Le tournant dans l'extraordinaire histoire d'Onoda eut lieu en février 1974. Un jeune aventurier japonais nommé Norio Suzuki s'est aventuré dans les jungles de Luban dans le but exprès de retrouver Onoda. Suzuki, inspiré par la légende du soldat résistant, avait quitté le Japon avec 3 objectifs. Retrouver le lieutenant Onoda, voir un panda et repérer l'abominable bonhomme de neige, dans cet ordre. Contre toute attente, Suzuki réussit son premier but. Au fond de la jungle, il rencontra Onoda. La réunion était tendue et pleine de suspicions. Onoda, entraîné à se méfier des ruses et des tromperies, a d'abord traité Suzuki comme un ennemi potentiel. Mais la persévérance du jeune aventurier, sa connaissance de la culture japonaise et son véritable désir de comprendre l'histoire d'Onoda commencèrent lentement à percer les défenses du soldat. Pendant plusieurs jours, Suzuki campe avec Onoda, gagnant peu à peu sa confiance. Il a partagé des histoires sur le Japon moderne, lui a montré des photographies et a tenté de le convaincre que la guerre était terminée depuis longtemps. Mais même face à ce jeune homme de son pays natal, la formation et le sens du devoir d'Onoda ont tenu bon. Il a refusé de se rendre, insistant sur le fait qu'il ne déposerait les armes que si son officier supérieur lui ordonnait de le faire. Cette exigence apparemment impossible aurait pu marquer la fin de l'histoire. Mais Suzuki, déterminé à aider Onoda, rentre au Japon avec des photographies et des preuves de sa rencontre.
Son histoire a fait la une des journaux et a attiré l'attention du gouvernement japonais. Alors que nous approchons du point culminant de cette incroyable histoire, pensez à vous abonner à notre chaîne. La conclusion du voyage d'Onoda témoigne du pouvoir du devoir, du coût de l'isolement et de la complexité de la nature humaine. Vous ne voudrez pas manquer nos futurs épisodes explorant d'autres chapitres fascinants de l'histoire. Dans un retournement de situation qui semble presque trop extraordinaire pour être vrai, le gouvernement japonais réussit à localiser le major Yoshimi Taniguchi, l'homme qui avait donné à Onoda ses derniers ordres en 1944. Taniguchi, aujourd'hui libraire septuagénaire, a accepté de se rendre sur l'île de Luban pour un rendez-vous qui comblerait un écart de 29 ans. Le 9 mars 1974, dans une clairière de la jungle de Luban, deux hommes se sont affrontés dans une scène qui a défié l'écoulement habituel du temps. Le major Taniguchi, désormais un vieil homme aux cheveux grisonnants et au visage ridé, se tenait devant son subordonné, qui avait suivi ses ordres bien au-delà de toute attente raisonnable. Onoda, toujours dans son uniforme rapiécé, se mit au garde à vous, sa posture aussi droite et disciplinée qu'elle l'avait été près de 3 décennies plus tôt. Avec un mélange de fierté et de tristesse, Taniguchi lut les ordres officiels relevant Onoda de ses fonctions. Les mots résonnaient dans la clairière, lourds du poids de près de 30 ans d'isolement, de dévouement et de persévérance inimaginables. Conformément au commandement impérial, la 14e armée de zone a cessé toute activité de combat. Conformément au commandement du quartier général militaire numéro 1 2003, l'escadron spécial du bureau de l'état-major est relevé de toutes ses fonctions militaires. Les unités et individus sous le commandement de les escadrons spéciaux doivent cesser immédiatement leurs activités et opérations militaires et se placer sous le commandement de l'officier supérieur le plus proche. Lorsqu'aucun officier ne peut être trouvé, ils doivent communiquer avec les forces américaines ou philippines et suivre leurs directives. Le moment a été profond et chargé d'émotions. Onoda, au garde à vous, écouta tandis que les mots qu'il avait attendus près de 3 décennies d'entendre étaient enfin prononcés. Les larmes coulèrent sur son visage buriné lorsqu'il réalisa que sa guerre, sa mission, tout son objectif des 29 dernières années, avait pris fin. Dans cette clairière, Hiro Onoda s'est officiellement rendu. Il a remis son épée, son fusil Arisaka type 99 encore fonctionnel, 500 cartouches et plusieurs grenades à main. Il a également renoncé à quelque chose de profondément personnel, le poignard que sa mère lui avait donné en 1944 avec pour instruction de l'utiliser pour se suicider s'il était un jour capturé. Fidèle à sa promesse, il ne l'avait jamais utilisé. L'importance de ce moment ne peut être surestimée. Pendant près de 30 ans, Onoda avait vécu une vie définie par sa mission et sa croyance inébranlable dans son devoir envers l'empereur et envers le Japon. Il avait enduré des épreuves qui auraient brisé la plupart des hommes, soutenu uniquement par sa conviction et sa loyauté. Et maintenant, en l'espace de quelques minutes, le monde tel qu'il l'avait connu pendant la moitié de sa vie avait été complètement bouleversé. Le retour d'Onoda au Japon a été accueilli comme un héros, mais aussi avec un profond choc culturel. Le monde qu'il avait laissé derrière lui en 1944 avait disparu, remplacé par un Japon qu'il parvenait à peine à reconnaître. La nation dévastée et déchirée par la guerre dont il se souvenait s'était transformée en une puissance économique. Tokyo, qu'il considérait pour la dernière fois comme une ville se préparant aux bombes américaines, était désormais une métropole tentaculaire de gratte-ciel et de néons. Les changements technologiques et sociaux des 3 dernières décennies ont été bouleversants pour Onoda. Les voitures étaient plus élégantes et plus rapides, les téléviseurs étaient en couleur et les gens s'habillaient d'une manière qu'il trouvait scandaleusement informelle. Le rôle servile des femmes dans la société japonaise d'avant-guerre avait cédé la place à plus d'égalité et de liberté. Même la langue japonaise avait évolué, avec de nouveaux mots et expressions qui lui étaient étrangers. L'histoire d'Onoda est devenue une sensation médiatique, tant au Japon que dans le monde entier. Il était considéré comme un symbole de l'esprit samouraï de loyauté absolue et de dévouement inébranlable au devoir. De nombreux Japonais, aux prises avec les changements rapides de l'après-guerre, ont vu en Onoda un lien avec leur passé et avec des valeurs traditionnelles que certains estimaient en train de se perdre. Cependant, la réaction au retour d'Onoda n'a pas été universellement positive. Aux Philippines, notamment sur l'île de Luban, sa réapparition a fait ressortir de douloureux souvenirs. Au cours de ces années de clandestinité, Onoda et ses compagnons ont mené des activités de guérilla qui ont entraîné la mort d'au moins 30 civils philippins. Bien qu'il ait été officiellement gracié par le président philippin Ferdinand Marcos, de nombreux habitants ont eu du mal à concilier la célébration d'Onoda avec les souffrances causées par ses actes.
Cette complexité ou la tension entre voir Onoda comme un héros ou comme un personnage tragique incapable d'accepter la réalité est au cœur de la raison pour laquelle son histoire continue de nous fasciner. Cela soulève de profondes questions sur la nature du devoir, le pouvoir de l'endoctrinement et la capacité humaine à la fois d'incroyable résilience et d'auto-illusion. Le récit d'Onoda est bien plus qu'une simple curiosité historique. C'est un rappel brutal du coût humain de la guerre, qui s'étend bien au-delà des dates officielles indiquées dans les livres d'histoire. Il met en évidence le pouvoir de l'endoctrinement et les limites extrêmes auxquelles le devoir et la loyauté peuvent nous pousser. Cela soulève des questions sur la nature de la réalité elle-même, la malléabilité de la vérité et les conséquences d'une croyance inébranlable face à un monde en évolution. Dans les années qui ont suivi son retour, Onoda a eu du mal à s'adapter au Japon moderne. Les compétences qu'il avait maintenues en vie dans les jungles de Luban, hypervigilance, méfiance envers les autres, autonomie, étaient mal adaptées à la vie civile dans une société pacifique et technologiquement avancée. Il trouvait le matérialisme et l'apparent manque de discipline de la société japonaise contemporaine dérangeant et difficile à comprendre. Incapable de s'adapter complètement, Onoda a finalement quitté le Japon en 1975 et a déménagé au Brésil, où il est devenu éleveur de bétail. Les grands espaces et le style de vie plus simple lui étaient plus confortables que les villes surpeuplées du Japon. Au Brésil, il s'est marié et a passé une grande partie de son temps à écrire et à donner des conférences sur ses expériences. Malgré les défis de la réintégration, l'histoire d'Onoda a eu un profond impact sur la société japonaise. Il est devenu un sujet de fascination sans fin, avec des livres, des documentaires et même des films réalisés sur sa vie. Ses mémoires, No Surande, Mai Tirtiiwa, sont devenus un best-seller, offrant un aperçu de son expérience et de son état d'esprit extraordinaire. Le dévouement inébranlable d'Onoda a également suscité des débats philosophiques sur la nature du devoir et les dangers potentiels d'une obéissance inconditionnelle. Alors que beaucoup admiraient sa loyauté, d'autres voyaient dans son histoire une mise en garde sur les dangers d'une adhésion aveugle aux ordres et sur l'importance de la pensée critique. Au cours de ces dernières années, Onoda est retourné au Japon et a créé un camp nature pour les jeunes, où il a enseigné les techniques de survie et ce qu'il considérait comme les valeurs traditionnelles japonaises. Il considérait cela comme sa nouvelle mission, contribuer à façonner une génération de jeunes Japonais qui, selon lui, étaient devenus mous et avaient perdu le contact avec la discipline et le dévouement qu'il croyait essentiel à l'esprit du Japon. Hiro Onoda est décédé à Tokyo le 16 janvier 2014 à l'âge de 91 ans. Sa mort a marqué la fin d'une époque, clôturant un chapitre de l'histoire qui s'étendait bien au-delà de sa conclusion attendue. Jusqu'à la fin de ses jours, Onoda a affirmé qu'il n'avait aucun regret pour sa guerre de 30 ans, affirmant qu'il était fier de sa loyauté et de son engagement envers son devoir. En réfléchissant au parcours extraordinaire d'Onoda, nous nous souvenons des complexités de la nature humaine, des impacts durables de la guerre et de la frontière parfois floue entre dévouement et illusion. Son histoire continue de nous fasciner et de nous laisser perplexes, nous rappelant les manières inattendues dont l'histoire peut se répercuter à travers le temps, façonnant la vie des individus de manière profonde et parfois tragique. En fin de compte, l'histoire de Hiro Onoda ne concerne pas seulement un soldat qui a refusé de se rendre. Il s'agit du pouvoir de la croyance, du poids du devoir et de la résilience de l'esprit humain. C'est une histoire qui nous met au défi de remettre en question nos propres croyances, de considérer les coûts d'un dévouement inébranlable et de reconnaître l'importance de s'adapter à un monde en évolution. La vie d'Onoda est un puissant rappel des longues ombres projetées par la guerre, allant bien au-delà des déclarations officielles de paix pour toucher la vie des individus d'une manière à laquelle nous ne nous attendrions peut-être pas. Cela souligne l'importance d'une communication claire, la nécessité d'une pensée critique, même face à des croyances profondément ancrées, et les défis liés à la réintégration des soldats après un conflit. Alors que nous clôturons ce chapitre extraordinaire de l'histoire, nous nous retrouvons avec un mélange d'admiration pour la ténacité d'Onoda et de chagrin pour les années qu'il a perdues. Pourtant, pour vraiment comprendre l'ampleur de son expérience, nous devons approfondir ces 29 années passées dans les jungles de l'île de Luban. La vie d'Onoda au cours de ces 3 décennies a été une lutte quotidienne pour sa survie, ponctuée de moments de danger intenses et de longues périodes d'isolement. La jungle danse est devenue sa maison, ses rythmes et ses dangers lui sont aussi familiers que les rues de sa ville natale l'étaient autrefois. Chaque journée commençait avant l'aube, avec Onoda se levant de son endroit soigneusement caché pour dormir, toujours attentif à tout signe d'activité ennemie. Sa routine quotidienne témoignait de sa formation militaire et de son incroyable adaptabilité. Les matinées étaient souvent consacrées à la recherche de nourriture, des fruits sauvages,
des racines et parfois de petits animaux qu'il pouvait piéger ou chasser. Il est devenu un expert dans l'identification des plantes comestibles et dans la compréhension des comportements de la faune de l'île. Ses connaissances étaient cruciales non seulement pour leur subsistance, mais aussi pour éviter une flore venimeuse et une faune dangereuse. L'eau a toujours été une préoccupation. Alors que le climat tropical assurait des pluies fréquentes, Onoda devait faire attention aux maladies d'origine hydrique. Il a développé des techniques de collecte et de purification de l'eau de pluie, compétences qui lui ont permis de survivre pendant d'innombrables saisons. Une grande partie de la journée d'Onoda était consacrée à ce qu'il considérait comme ses fonctions militaires. Il effectuait des patrouilles sur son territoire, toujours à l'affût des mouvements ennemis ou des signes de forces japonaises qui auraient pu débarquer sur l'île. Il a soigneusement cartographié le terrain, notant les changements et les emplacements stratégiques potentiels. Dans son esprit, cette information serait cruciale lorsque les renforts japonais arriveraient enfin. L'entretien de son équipement était une autre tâche quotidienne critique. Malgré les conditions humides qui menaçaient de tout rouiller et de tout pourrir, Onoda a gardé son fusil dans un état impeccable. Il le nettoyait quotidiennement, rationnant soigneusement son approvisionnement en huile pour armes à feu. Son uniforme, usé jusqu'à la corde, était régulièrement rapiécé et raccommodé. Ces routines n'étaient pas seulement des nécessités pratiques, c'étaient des rituels qui le liaient à son identité de soldat et à la structure militaire qu'il avait façonnée. Les nuits étaient peut-être les plus difficiles. Dans l'obscurité, chaque bruit devenait une menace potentielle. Onoda s'accordait rarement plus de quelques heures de sommeil léger, toujours prêt à se réveiller à la moindre perturbation. Les nuits dans la jungle étaient longues, remplies d'appels d'animaux inconnus et du bourdonnement constant des insectes. C'est pendant ces heures que la solitude et le doute auraient pu s'installer chez un homme inférieur, mais la croyance inébranlable d'Onoda en sa mission l'a soutenu. Les changements de saison ont apporté leurs propres défis. La mousson a transformé la jungle en un bourbier détrempé et boueux. Les inondations constituaient une menace constante et garder les équipements et les fournitures au sec était une bataille sans fin. En revanche, la saison sèche comportait ses propres risques, avec un risque accru d'incendie de forêt et une plus grande pénurie d'eau et de gibier. Les interactions d'Onoda avec la population locale étaient pleines de dangers et d'incompréhension. Pour lui, chaque villageois était un collaborateur ennemi potentiel. Les raids occasionnels qu'il menait dans les fermes locales pour s'approvisionner étaient, à son avis, des opérations militaires légitimes. Il considérait les tentatives des agriculteurs pour protéger leur bétail et leurs récoltes comme une action ennemie, confirmant ainsi sa conviction que la guerre était en cours. Ces raids ont cependant eu des conséquences réelles et tragiques pour les insulaires. Au fil des années, Onoda et ses compagnons furent responsables de plusieurs morts et blessés parmi la population locale. Ces actions deviendront plus tard une source de controverses et de douleurs, compliquant le récit d'Onoda en tant que héros. Les conséquences psychologiques d'un isolement prolongé et d'une vigilance constante sont presque impossibles à comprendre. L'esprit d'Onoda, façonné par sa formation militaire et sa croyance inébranlable en sa mission, a créé une réalité qui lui a permis de perdurer. Chaque tract lâché par les équipes de recherche, chaque journal laissé dans la jungle, chaque appel diffusé par sa famille, tout cela était interprété comme de la propagande ennemie, des ruses élaborées destinées à l'amener à se rendre. Cette capacité à réinterpréter la réalité pour l'adapter à sa vision du monde était à la fois un mécanisme de survie et un piège. Cela lui a permis de maintenir son sens du but et du devoir face à des preuves accablantes du contraire. Mais cela l'a également maintenu enfermé dans une guerre terminée depuis longtemps, séparé de sa famille et de la vie qu'il aurait pu avoir. La perte de ses compagnons au fil des années était peut-être le fardeau le plus lourd porté par Onoda. La reddition de Yuichi Akatsu en 1950 fut un coup dur, mais qu'Onoda et les autres rationalisèrent comme une astuce ennemie astucieuse. La mort du caporal Shuashi Shimada en 1954 fut plus difficile à supporter. Onoda et le soldat Kozuka ont enterré leurs camarades avec tous les honneurs militaires, leur petite cérémonie étant un rappel poignant de leur isolement et des risques auxquels ils étaient confrontés. Pendant les 18 années suivantes, Onoda et Kozuka poursuivirent leur mission ensemble. Ils ont développé un lien étroit, s'appuyant l'un sur l'autre pour survivre et maintenir le moral de chacun. Ils passaient des heures à discuter de leurs plans en prévision de l'arrivée des renforts japonais, sans jamais perdre confiance en leur victoire finale. La mort de Kozuka en 1972 fut un tournant pour Onoda. Soudain seul, il fait face à tout le poids de son isolement. Pourtant, même cette tragédie n'a pas ébranlé sa détermination. Au contraire,
Cela semble renforcer sa détermination à mener à bien sa mission, non seulement pour le Japon, mais en l'honneur de ses camarades tombés au combat. Les 2 années passées par Onoda seul dans la jungle, de 1972 à 1974, furent peut-être les plus difficiles de toutes. Sans personne à qui parler, personne avec qui partager le fardeau de la vigilance, il n'avait que son sens du devoir pour le soutenir. Il poursuit ses activités quotidiennes, entretient son équipement et attend les renforts dont il est certain qu'ils arriveront. Au cours de ces années, les compétences d'Onoda en tant que survivant ont atteint leur apogée. Il pouvait se déplacer dans la jungle comme un fantôme, ne laissant aucune trace de son passage. Il pouvait trouver de la nourriture et de l'eau dans les terrains les plus inhospitaliers. Il pouvait lire les signes de la jungle comme dans un livre, conscient de chaque changement dans son environnement. Lorsque Norio Suzuki le retrouva en 1974, Onoda était un homme hors du temps. Son corps était maigre et usé. Son uniforme était un patchwork de réparation. Mais son esprit était toujours celui du jeune officier qui avait reçu ses ordres 3 décennies plus tôt. La rencontre avec Suzuki, puis avec son ancien commandant, le major Taniguchi, fut une collision entre 2 mondes, le monde de 1944 qu'Onoda avait conservé dans son esprit et le monde moderne de 1974. Le retour d'Onoda au Japon a été un choc culturel aux proportions immenses. Le pays qu'il avait quitté était un empire militariste, confiant dans son droit divin de gouverner l'Asie. Le pays dans lequel il est retourné était une démocratie pacifiste, une puissance économique axée sur la technologie et le commerce. Le contraste n'aurait pas pu être plus saisissant. À bien des égards, l'expérience d'Onoda après son retour a été aussi difficile que ses années dans la jungle. Il a eu du mal à s'adapter à une société qui semblait avoir laissé derrière les valeurs auxquelles il s'était accroché pendant si longtemps. La discipline, l'abnégation et la loyauté inconditionnelle qui avaient défini sa vie semblaient déplacées dans le Japon moderne. Pourtant, l'histoire d'Onoda a également trouvé un écho auprès de nombreux Japonais qui estimaient que quelque chose avait été perdu dans la modernisation rapide de leur pays. Son dévouement et son esprit témoignaient d'un passé qui, bien que problématique à bien des égards, avait encore un attrait romantique pour certains. Il est devenu un symbole réticent, un lien vivant avec une histoire que le Japon avait encore du mal à accepter. Les dernières années d'Onoda, partagées entre le Brésil et le Japon, furent un processus continu de réconciliation entre son passé et son présent. Il n'a jamais pleinement embrassé le monde moderne, gardant toujours une distance critique par rapport à ce qu'il considérait comme ses excès et son manque de discipline. En même temps, il a trouvé un nouveau but en partageant ses expériences et les leçons qu'il avait apprises. Les camps nature qu'il a créés pour les jeunes étaient sa façon de transmettre ce qu'il considérait comme des valeurs cruciales, la résilience, l'autonomie et le lien avec la nature. Si certains critiquaient ses efforts comme anachroniques, voire nuisibles, ils constituaient pour Onoda une manière de donner un sens à ses expériences extraordinaires. Alors que nous réfléchissons à la vie de Hiro Onoda, nous sommes confrontés à des questions difficiles. Comment concilier devoir et pensée critique ? Comment l'isolement affecte-t-il notre perception de la réalité ? Quel est le coût d'une fidélité inconditionnelle ? Son histoire rappelle l'héritage complexe de la Seconde Guerre mondiale, l'impact durable de l'endoctrinement militaire et l'incroyable résilience de l'esprit humain. Le récit d'Onoda n'est pas seulement une curiosité historique, mais une histoire humaine profonde qui continue de résonner. Il témoigne du pouvoir de la croyance, du poids du devoir et des défis liés à l'adaptation à un monde en évolution. Alors que nous sommes confrontés à des temps incertains, la vie d'Onoda offre à la fois inspiration et prudence. Un rappel de la force qui vient du dévouement et de l'importance de rester ouvert aux nouvelles informations et aux circonstances changeantes. En fin de compte, la guerre de 29 ans de Hiro Onoda témoigne de la complexité de la nature humaine et des longues ombres projetées par les conflits. Cela nous met au défi de réfléchir profondément à nos propres croyances et aux efforts que nous pourrions déployer pour les défendre. Alors que nous clôturons ce chapitre de l'histoire, nous nous retrouvons avec une histoire qui continuera de fasciner, de perplexer et d'inspirer les générations à venir. Fin.